Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 121, Équité des genres, stratégie d'inclusion et diversité dans les organisations sportives avec Guylaine Demers, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Je fais ça parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les intervenantes et intervenants francophones en sport et activité physique. C'est donc la mission numéro 1 du podcast. C'est aussi une mission que je tente d'accomplir en tant que professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais et comme conseiller au développement des entraîneurs et des professionnels qui œuvrent dans des contextes de performance. Si tu es une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur de Temps d'arrêt avec Coach Frank, je t'invite à t'abonner et évaluer le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditrices et auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je t'invite à suivre le balado sur les médias sociaux à commercial Coach Frank PhD dans un mot. Puis, de cette façon-là, tu vas être un ami en partageant à un ami ou une amie. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de notre système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Guylaine Demers. Professeure à l'Université Laval, Guylaine a fait la promotion de l'égalité des genres et de l'inclusion dans le sport pendant la majeure partie de sa vie. Au fil des ans, elle est devenue la défenseure incontournable des questions d'équité et LGBTQ+, dans le sport québécois et canadien. En 2020, elle recevait le prix Femmes et Sport du Comité international olympique qui reconnaît sa contribution exceptionnelle à l'avancement des femmes en sport et elle vient tout juste d'être intronisée au Panthéon des sports canadiens à titre de bâtisseuse. Depuis 2022, elle dirige le premier laboratoire de recherche québécois pour la progression des femmes dans les sports, le Lab ProFemmes. L'épisode d'aujourd'hui va certainement être intéressant pour toutes les personnes dans un rôle de leadership des organisations sportives parce qu'on discute des façons de promouvoir l'équité dans les organisations sportives, dans le coaching, dans l'arbitrage, dans la participation. De plus, si tu es un homme qui tente d'être un allié ou tout simplement de mieux comprendre la dynamique comme moi j'ai appris à la comprendre dans les 6 dernières années, ça va certainement être éclairant parce qu'à la fin, on partage 8 actions concrètes que tu vas pouvoir utiliser en tant que leader dans ton organisation. Ceci étant dit, cet épisode est présenté par Très Bon Point, une équipe avec les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins qui offre à la communauté sportive de l'accompagnement individuel, des ateliers de groupe et de la recherche appliquée à leurs enjeux. Là-dessus tout le monde, je vous dis merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt et surtout, je vous souhaite un bon podcast. Guylaine, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps, tout juste avant tes vacances estivales. Oui, effectivement. Merci de m'inviter. En plus, tu as fait les manchettes dernièrement. Je pense qu'on est privilégié de t'avoir avec nous aujourd'hui. Introduction au Panthéon du sport du Canada. Bravo. Mm-hmm. Quand même, qu'est-ce que ça signifie pour toi? La première réaction, c'est je dois être vieille. Parce que je suis intronisée en tant que bâtisseuse. Je viens d'avoir 60 ans, là. Fait que dans ma tête, je suis quand même encore jeune, mais c'est sûr que sérieusement, ma première réaction, ça a été beaucoup d'étonnement et de surprise. Je savais qu'il y avait des collègues qui m'avaient mis en nomination, mais dans ma tête, c'était peut-être dans 10 ans, on verra, quand j'aurai 70 ans. Puis, parce qu'effectivement, les gens qui sont intronisés à titre de bâtisseur ou bâtisseuse, c'est des personnes qui sont quand même plus vieilles que moi, tu sais. Fait que c'est sûr que entre autres, c'est une des raisons qui a fait que j'ai été extrêmement surprise d'être intronisée maintenant, à ce moment-ci dans ma carrière. Puis là, quand je fais des blagues en disant, c'est quoi, ça veut-tu dire que je suis si vieille que ça? Mais mes collègues disaient, peut-être que ça veut plutôt dire que ça fait très longtemps que tu travailles pour la cause des filles, des femmes en sport, et c'est plutôt ça. Fait que j'aime mieux cette version-là. Je suis probablement sûr que c'est la deuxième version. Puis d'un côté, en même temps, quand on regarde des mérites comme ça, des nominations comme ça, souvent, on attend peut-être un peu trop tard pour le faire. De dire, hey, c'est pas quand la personne, ça fait 15 ans qu'elle est à la retraite qu'il faut que tu le soulignes, qu'il là, il reste plus tant de monde autour, c'est pas aussi dynamique et tout ça. Comme là, tu es encore dans l'action, tu es encore impliqué et tout ça. Puis ça peut même donner de la force au mouvement. Fait que des fois, je trouve que souvent, on a
tendance à attendre un peu trop longtemps. C'est comme, oui, il faut peut-être avoir... oui, il faut clairement qu'il y ait quelque chose qui soit passé là-dedans, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire ça peut-être un peu plus rapidement. Là. Non, je pense que tu as bien raison. Oui, oui, là-dessus, absolument. Puis, bon, de ça, ça fait longtemps que j'essaie de t'inviter sur le podcast. Comme tu sais très bien, la cause de mes filles, les auditeurs, les auditrices en entendent parler. Bon, au moins aux 2-3 épisodes, ça me parle beaucoup. Puis on va en parler aujourd'hui là-dedans. Mais je veux aussi commencer par peut-être mettre la table puis que les gens apprennent un peu plus à te connaître. Selon une de tes admiratrices, si j'ai fait mes devoirs, comme je pense que tu sais très bien, tu es reconnu pour ta recherche et tes connaissances. Ça, je pense que ton introduction le dit. Mais il y a peu de gens qui réalisent à quel point tu es manuelle, tu es polyvalente, que tu es une pêcheuse aguerrie, puis tu as une grande capacité d'orientation. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs? Oui, je sais pas à qui t'as parlé, là, mais oui, absolument. Effectivement, j'ai été initiée à la pêche très tôt dans ma vie avec mon père. Et comme je disais, j'ai plus apprécié ça un peu plus tard parce que, tu sais, quand on est ado, on a le goût d'être avec nos chums, là, mais fait que oui, effectivement, la pêche, ça fait partie de mes hobbies. Sens de l'orientation, ben ça, c'est un peu rigolo parce que je contredis toujours le GPS, puis je fais à ma tête, et etc. Des choses comme ça, mais non. Et puis manuel, oui, c'est moi qui fais les rénaux chez nous. Je vais poser de la céramique, je vais construire un mur, je fais un patio. Non, non, alors ça... Absolument, j'ai quelques talents en dehors du milieu universitaire. Puis, en fait, j'amène ça, puis tu sais, c'est un peu... Il y en a qui vont dire que c'est une contradiction ou c'est un contraste peut-être entre ton introduction au Panthéon du sport, parce que je pense pas que tu as été introduit au Panthéon du sport pour ta rénovation de céramique et tout ça. Mais moi, ce que j'admets là-dedans, puis la raison pour laquelle je vais commencer avec ça, c'est que, un, j'aime connaître les gens à qui je parle, mais de deux, c'est une belle polyvalence, puis c'est une belle combinaison, puis c'est pas toujours évident d'avoir des hobbies, des intérêts externes, comme on en parlait avec Michel Fortier lors de l'épisode 117, puis en même temps de réussir à avoir un impact significatif en recherche. Puis parle-moi donc un peu de la façon dont tu as réussi à développer ça. Tu sais, voulant dire que comme, hey, j'ai été capable d'être investi dans la recherche puis de créer un gros impact autant en recherche que sur le terrain, puis ça, je te lève mon chapeau. Mais de l'autre côté, comme maintenir ces intérêts-là puis développer ces hobbies-là, puis moi, ça, c'est quelque chose que je pense que tous les professionnels qui veulent accomplir des grandes choses, ce que tu as fait, duquel ils pourraient apprendre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, si tu me suis? Ben, en fait, je pense que quand on fait un type de travail comme prof à l'université, c'est très, très intellectuel. Tu sais, on a beaucoup de réflexion, on a beaucoup de temps où il faut rédiger, il faut écrire, on lit, etc. Puis à un moment donné, de débrancher le mental, pour moi, ben, ça passe par des activités très manuelles, tu sais, ça nous oblige à être dans l'instant présent. Tu sais, quand tu es en train d'installer des escaliers, tu as la drill dans les mains, là, tu penses pas, je vais-tu avoir ma subvention ou c'est quoi l'article que je dois écrire pour publier. Tu sais, tu es vraiment dans l'instant présent. Et pour moi, c'est comme une espèce de relaxation mentale. En fait, ça te permet de reposer ton mental parce que on parle beaucoup de la fatigue physique, mais on réalise pas à quel point on peut devenir effectivement très fatigué mentalement dans le genre de job qu'on fait dans un contexte universitaire. Puis à un moment donné, tu sais, on dit, voyons, j'ai donc bien de la misère à me concentrer, je suis pas capable d'écrire 2 lignes. Ou ça fait 3 fois que je lis le même paragraphe puis j'enregistre pas. Fait qu'on a des indices de fatigue mentale. Mais c'est comme si on la reconnaît moins. Quand on est fatigué physiquement, c'est comme, hey, là, il faut que je m'assoie parce que je suis fatigué. Mais la fatigue mentale, on n'en parle pas. Puis pour moi, tout ce travail vraiment manuel, physique-là, me permet vraiment de me décrocher le cerveau, là, de dire, je déplogue et là, je suis dans l'instant présent. Puis c'est valorisant aussi, hein, faire du travail manuel, physique, parce que tu vois le résultat pas mal plus rapidement qu'un projet de recherche qui va prendre 5 ans, tu sais, avant que tu vois quelque chose qui enfin voit le jour. Fait que ça aussi, c'est la rapidité avec laquelle tu peux avoir du feedback sur ce que tu as fait, ça fait du bien aussi, là. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, je lisais un livre qui s'intitule Slow Productivity de Cal Newport, un professeur à Georgetown University, puis qui parle un peu justement de la productivité pour les travailleurs, travailleuses du savoir, le knowledge workers, tu sais. Puis je pense que cet élément-là que tu soulèves, c'est que c'est
pas mal plus difficile de reconnaître ta fatigue mentale que ta fatigue physique. Comme exemple, j'ai joué au volleyball, bon, vous allez dire, je suis pas très en forme lundi, puis je suis raqué là, aujourd'hui, là, encore une fois, 2 jours plus tard. Ben, tu sais, la fatigue physique, je la reconnais. Mais tandis que la fatigue mentale, quand tu relis constamment, c'est ça. Puis là, on a tendance après ça à lire, puis là, on est comme, ah, ben, pour mon intérêt ou pour mon développement professionnel, je vais continuer à lire justement le soir ou la fin de semaine, mais en bout de ligne, c'est comme, non, il faut vraiment que tu changes. Puis il y a quelque chose à faire, quelque chose avec ses mains, que ce soit de faire du sport ou des travaux ou, par exemple, ça peut être des casse-têtes, n'importe quoi, mais de faire quelque chose qui t'amène ailleurs en tant que tel. Là, tu sais. Puis là, mes amis qui t'entendent, ils disent, OK, appelez pas François pour faire des travaux parce que ça va être tout croche. Puis ils ont raison, appelez Guylaine, ça va être probablement préférable. Puis là, pour tomber un peu plus dans les choses sérieuses, ben c'est très sérieux ce qu'on dit là, d'avoir cet équilibre, mais j'étais curieux de savoir comment est-ce que toi, tu faisais vraiment l'équilibre. Tu sais, bon, je pense que tu es sollicité à l'international pour parler de la place des femmes, l'équité dans les genres et tout ça. Tu m'as même dit que tu avais ta biographie en français, en anglais, en espagnol. Ça démontre un peu l'étendue de tes sollicitations. C'est quoi les plus grandes préoccupations en ce moment à ce sujet-là à l'échelle internationale? Bien, en fait, c'est sûr que la première distinction importante à faire, je pense, c'est entre les pays du Nord et les pays du Sud. L'hémisphère sud, l'hémisphère nord. OK. Alors, c'est pas les mêmes enjeux. Fait que c'est sûr que quand je travaille avec mes collègues africaines, ben, des enjeux liés carrément à la sécurité des athlètes féminines, par exemple, que ce soit le harcèlement sexuel, vraiment la violence aussi qu'on va retrouver très présente. Donc, ils ont des enjeux. Il y a pas de financement. Extrêmement difficile d'avoir des ressources pour juste pratiquer ton sport. Puis là, les femmes en position de leadership, on n'en parle pas. Il y en a pas. C'est extrêmement difficile pour des femmes qui vont être dans l'hémisphère sud de pouvoir faire leur place dans le cercle où on prend des décisions dans le contexte du sport. Fait que je dirais que les enjeux du côté du sud sont vraiment encore très, très présents et ça ressemble peut-être à ce qu'on avait ici il y a 50 ans. Là. Tu sais, il y a vraiment, ça avance très lentement parce qu'il y a un manque de ressources flagrant. Puis si on regarde du côté de l'hémisphère nord, donc les pays plus occidentaux du nord, ben là, les enjeux, bon, on a encore évidemment des enjeux qui vont toucher harcèlement, abus sexuels, qui vont se retrouver. Le racisme est encore un enjeu important. Mais je dirais que du côté du nord, on a beaucoup gagné sur tout ce qui touche la participation des filles. Donc, les filles aujourd'hui peuvent pas mal pratiquer le sport qu'elles souhaitent faire, tu sais, bon, moi, il y a 50 ans, je voulais jouer au hockey, mais il n'y en avait pas d'équipe de hockey pour les filles, tu sais, c'est mes frères qui ont joué, mais moi, j'ai pas pu jouer. Alors qu'aujourd'hui, ben oui, puis encore plus avec la ligue de hockey, là, ça stimule davantage les inscriptions des filles, mais fait qu'au niveau de la participation, on a gagné beaucoup. Et dans les enjeux importants qui demeurent, du côté du Nord, ça va être, entre autres, tout ce qui touche les positions de leadership. Alors, on commence à avoir plus de femmes sur les conseils d'administration, dans les directions des organisations sportives. Où on a encore beaucoup de chemin à faire, c'est le coaching. On manque tellement de femmes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en coaching, puis en arbitrage aussi. Ces deux postes-là sont encore très, très majoritairement occupés par des hommes. Fait que ça fait partie des batailles à mener en ce moment, certainement. OK, puis je vais revenir un peu à ce que tu dis sur l'hémisphère sud, mais tout juste ce que tu viens de dire là, comme quand tu dis on a encore beaucoup de travail à faire en coaching, en arbitrage, ça ressemble à quoi les proportions, comme peut-être en termes de pourcentage, quelque chose comme ça? Bien, tu vois, juste pour les Jeux de Paris qui s'en viennent, Ouais, la ouais, délégation du Canada, on va avoir 9 d'entraîneurs féminins. C'est quand ça. même. Ouais. Puis si on regarde, si on peut remonter 20 ans en arrière, là, si je remonte, peu importe là, combien de temps on remonte en arrière, on a, pour les Olympiques, là, le pic qu'on a eu, c'est autour de 18 de femmes. Pour la délégation canadienne, là, je parle pas de l'Afrique, Ouais. d'un pays, c'est ça, où il y a personne, où il y a pas de femmes carrément. Donc il y a, même chez nous, dans notre cours, il y a très, très peu de femmes qui vont être jusqu'au haut niveau. Puis si on regarde tout niveau confondu au Canada, actuellement, on tourne autour de 25 de femmes. Puis ça fait 30 ans que je fais de la recherche Femmes et Sport, là, puis tous mes premiers projets de recherche étaient autour des entraîneurs féminins. Puis ça bouge pas. On est
je dis qu'on est pogné dans la boîte, puis on vire de saut. OK. Puis qu'est-ce qui explique justement le 9% puis qu'on soit pogné dans la boîte comme ça? Parce que moi, c'est quand même particulier, tu sais. Puis je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Puis, tu sais, une des raisons pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce que clairement, mes filles, bon, je veux voir comment est-ce que moi, je peux influencer les choses, je peux changer les choses, qu'est-ce que je peux faire pour que justement mes filles aient les mêmes opportunités que moi j'ai eues, que ce soit comme athlète, que ce soit comme coach. Je pense que comme athlète, ce que tu dis là, c'est que c'est quand même plus ouvert. C'est pas encore nécessairement au même niveau, mais il y a quand même beaucoup de progrès qui est fait. Puis en fait, avant de revenir au 9%, puis qu'est-ce qui l'explique, je me demandais, tu sais, au niveau, où est-ce qu'on se situe peut-être en termes au Québec ou au Canada par rapport à la participation athlétique. Puis je te préface ça en disant, un, il y a l'intérêt de mes filles, mais deux, en parlant avec des collègues d'outre-mer qui me disaient, hey, tu sais, puis là, je cite une personne, donc c'est totalement anecdotique ce que je vais te dire là, mais il dit, tu sais, vous êtes quand même chanceux au Canada. J'ai comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, c'est bien vu pour les femmes de faire du sport. Comme, tu sais, les femmes sont encouragées, puis, tu sais, une femme athlétique, c'est valorisé, puis une femme qui court et tout ça, puis c'est pas ça partout. Puis même dans des communautés ou des sociétés, des fois, qu'on pourrait penser qu'ils sont aussi, je veux dire, progressistes, je sais pas si c'est le bon mot, parce qu'il disait, cette personne-là vient d'une partie du Royaume-Uni, tu sais, spécifique. Puis elle me disait comme, non, c'est encore mieux vu chez vous. Tu sais, on peut le voir quand que je voyage à Ottawa puis que je regarde ce qui se passe, la culture est différente. Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette affirmation-là? Puis où est-ce qu'on se situe en termes de peut-être le Québec et le Canada au niveau de la participation des filles ou des femmes dans le sport? Oui, c'est sûr que l'aspect culturel est extrêmement important. Donc, comment on perçoit la pratique sportive chez les filles, éventuellement chez les femmes. Et si on remonte juste à il y a 20 ans, déjà une femme ou une fille, en fait, qui était très, très athlétique, forte, agressive, combative, etc. Donc, des qualités qu'on associe plus au masculin, ben cette fille-là pouvait être rapidement identifiée ou suspectée d'être une lesbienne, parce que là, on dit, ben voyons, t'es pas assez féminine, fait que tu dois être lesbienne. Il y en a encore un peu de ça, encore aujourd'hui. OK. Certains sports, je pense au rugby, donc des sports très physiques, où quand on voit une athlète féminine performer dans ces sports-là, ben on peut encore associer ça au lesbianisme, mais il y a quand même une plus grande ouverture. Puis si jamais ça s'avérait qu'effectivement cette athlète-là est lesbienne, so what? Tu sais, bon, elle est lesbienne, puis c'est tel que tel. Mais effectivement, quand on regarde du côté de l'Europe en particulier, la France, c'est un exemple, puis l'Angleterre aussi, on va effectivement encore, je dirais, il y a peut-être l'équivalent de ce que c'était ici il y a une vingtaine d'années où c'était pas toujours bien vu pour les filles de faire certains types de sports. Donc, tous les OK. sports technico-artistiques, où on va valoriser effectivement toujours les fameuses qualités qu'on qualifie, et je mets des guillemets avec mes doigts pour ceux qui ne me voient pas, mais donc pour des qualités qu'on qualifie de féminines. Alors, les filles qui sont dans ces sports-là, c'est absolument accepté, puis valorisé, puis encouragé, vraiment. Alors que des activités qu'on va considérer davantage masculines, ben là, il y a encore tout cet aspect négatif. Puis pour moi, un exemple très frappant, c'est le soccer. Hmm. Nous, au Canada, au Québec, tu sais, tout le monde qui a commencé à jouer au soccer ici, là, c'était mix. Tu sais, c'est les petits gars, les petites filles, là, tu sais, les Timbits là, de ce monde, là, tu sais, les ligues Tim Horton, là. Donc, tu sais, pour nous, que les filles jouent au soccer, il n'y a personne qui se pose de questions. C'est comme la norme, là, tu sais, il n'y a personne qui fait un arrêt cardiaque à voir des filles jouer au soccer. Au contraire, puis on est excellente. En fait, notre équipe nationale, tu sais, ça fait pas longtemps que les gars commencent à se rapprocher du peloton, là, mais pendant des années, les filles étaient dans le top 5, puis les gars étaient 103e au monde, là, tu sais, fait que... Donc, nos filles ont toujours été extrêmement bonnes, puis gagné des médailles. Fait que pour nous, que les filles jouent au soccer, c'est la norme. Alors qu'en Europe, je dirais que c'est un peu l'équivalent, ça a été longtemps notre hockey ici, c'est que les filles qui jouent au soccer, encore en Europe, c'est extrêmement mal vu et c'est pas Ah, ouais. encouragé. Et les filles se font vraiment harceler, puis il y a vraiment des épisodes, tu sais, ils vont se faire, avec les réseaux sociaux, bien sûr, ils vont se faire traiter de toutes sortes de noms. On va leur dire, mais tu sais, retourne dans ta cuisine, qu'est-ce que tu fais là? C'est un sport de gars, puis c'est incroyable, tout le côté machiste, là, macho vraiment du foot européen, c'est hallucinant. Alors que nous ici, mon Dieu, pas du tout. Tu sais, ça a été ça beaucoup pour le hockey.
Mhm. Et là, bon, là, clairement, ça change là, depuis 3-4 ans. Mais pendant longtemps, les filles qui jouaient au hockey, c'est qu'est-ce que vous faites là, là? Puis vous enlevez du temps de glace aux gars, puis tu sais, retournez faire de la gymnastique, là, tu sais. Mais oui, effectivement, d'un point de vue culturel. Et puis, il faut dire qu'il y a des minorités culturelles aussi pour qui le sport chez les filles, culturellement, n'a jamais été valorisé. Fait que quand tu pars je sais pas, je pense à mes collègues qui arrivent de l'Inde, par exemple, où dans leur pays, la pratique sportive pour les filles, c'est pas valorisé, tu sais, pas du Mhm. tout. Fait que là, tu arrives au Canada et là, tout à coup, tu as un monde de possibilités, puis tu as le goût d'en faire, mais peut-être que dans ta famille, même, il faut que tu convainques tes parents d'abord parce que c'est pas ancré, là, ça fait pas partie de la culture. Fait qu'il y a des Mhm. éléments culturels comme ça qui sont vraiment à travailler puis à essayer de défaire. Fait que je pense que pour les minorités culturelles au Québec puis au Canada, pour les filles, ça peut ajouter un enjeu supplémentaire pour leur ouvrir des portes à la pratique sportive. Même si l'offre est là, ça ne veut pas dire que tes parents vont te permettre d'y avoir accès, là. Absolument. OK. Intéressant. Fait que si je comprends bien, c'est pas faux de dire qu'au Canada, on est quand même progressiste par rapport à la participation des filles, éventuellement des femmes, mais il y aurait du travail à faire sur les minorités culturelles. Est-ce que c'est bien ça? Puis en fait, ma question plus large que ça, c'est d'amener vers le point de dire, OK, qu'est-ce qui est encore à travailler aujourd'hui au Canada puis au Québec? Puis c'est quoi le focus numéro un? Est-ce que c'est un peu adresser les stéréotypes? Est-ce que c'est l'inclusion des minorités culturelles ou des filles qui font partie de minorités culturelles? Comme, c'est quoi les prochains défis sur lesquels il Mhm. faut se pencher absolument? Bien, en fait, c'est sûr qu'avec, tu sais, au Canada, dans les dernières années, on accueille de plus en plus d'immigrants, d'imigrantes. Mhm. Et donc, ces personnes-là doivent s'adapter à toute une nouvelle culture, dont notre culture sportive, qui est différente de possiblement des pays d'où viennent ces personnes-là. Fait que c'est sûr de pouvoir offrir des opportunités dans des contextes où on va. En fait, il faut aussi informer les parents Mhm. tu sais, des bienfaits de la pratique sportive pour les filles. Fait que, tu sais, c'est un écosystème, hein, le système sportif. Donc, il n'y a pas juste les filles elles-mêmes, mais il y a aussi les parents qui sont là, puis les entraîneurs. Je pense que toutes les personnes qui gravitent autour des filles qui font du sport, que ce soit des citoyennes canadiennes ou des filles immigrantes qui viennent d'arriver, ou même, en fait, des populations marginalisées qu'on a au Québec, au Canada. Je pense aux filles racisées, par exemple, qui vivent des barrières qui vont être différentes ou supplémentaires aux filles blanches, en fait, carrément. Alors, je pense que dans les enjeux à venir, puis même en termes de recherche, on a peu de recherche. On commence à faire de la recherche en sport sur les filles racisées, par exemple, les filles noires, euh, les filles immigrantes, pour comprendre quelle est leur réalité. Ce qui fait que quand on accueille ces filles-là dans notre contexte sportif, bien, comme intervenant, comme entraîneur, bien, il faut comprendre qui sont ces filles-là. C'est comme, puis je vais en profiter pour parler des Galaxions, l'Association québécoise pour l'avancement des filles et des femmes en sport qui offre des formations aux entraîneurs sur les particularités des filles dans un contexte de coaching, en entraînement. Et il y a 3 formations. Il y en a une spécifiquement sur la communication, sur l'aspect psychosocial, puis l'aspect physique. Puis ce qu'on s'est rendu compte, en fait, ça fait longtemps, là, mais la majorité des filles sont coachées par des gars. Des gars qui veulent bien faire. Tu sais, je pense à toi, demain matin, tu t'en vas coacher une gang de filles. Je suis convaincue que tu veux bien faire, tu veux faire une bonne job. Et souvent, ce que les gars nous disent, c'est qu'ils ont un choc parce que tout leur bagage, c'est comme gars dans un monde de gars qui ont joué au football, qui ont joué au hockey, qui ont joué au baseball, qui ont été coachés par des gars, qui étaient juste avec des gars. Puis là, tout à coup, ils arrivent devant 15 filles. Puis là, c'est Oh my God, ça marche pas comme des gars. Et souvent, ben, il y en a qui vont spontanément, ils vont dire Hey, là, j'ai de la misère, les filles sont pas compétitives, sont pas agressives, sont pas. Alors, nous, on essaie de changer le vocabulaire en disant les filles que tu as devant toi n'ont pas appris à être compétitives. Au Mhm. contraire, on leur a dit que c'était pas correct d'être compétitive, qu'il fallait qu'on collabore. Les filles, il faut qu'on soit fine, il faut qu'on aide, faut, tu sais. Et là, de changer
cette perception-là, de comprendre c'est qui la fille qui arrive avec toi, puis après ça, de dire, OK, comment maintenant je peux travailler pour développer son côté compétitif. Puis, si je peux me permettre d'interjecter ce que tu disais là, ça me fait penser au film Barbie. Puis au film Barbie, au-delà du stéréotype qu'on peut penser pour les gens qui l'ont peut-être pas écouté, à un moment donné, il y a un speech, puis je me rappelle plus, il y a un discours, puis je me rappelle plus du nom de l'actrice ou du nom de la personnage, mais c'est comme une personnage clé là, dans l'histoire, qui est la maman d'une jeune fille qui, elle, à son époque, a joué avec les Barbie, et elle fait un discours qui parle justement de tous ces dilemmes-là. C'est comme, hey, faut que tu sois ambitieuse, mais faut que tu sois gentille en étant ambitieuse. Puis là, elle souligne toutes les contradictions. Puis c'est un peu ça. Puis ce que tu as ramené comme histoire, ça me faisait penser justement à la première fois que je me suis présenté, ma conjointe, il y a une décennie littéralement, coachait une équipe de flag football féminin. Moi, en étant un joueur de football universitaire qui coachait du football collégial, j'ai dit, elle m'a invité à aller jouer. Mais tu sais, je suis arrivé là, puis c'est vrai que c'est pas la même dynamique. Puis ce que tu amènes là, tu sais, à l'époque, j'avais pas pensé, mais ça me fait penser à un des meilleurs mécanismes de défense ou une des meilleures stratégies qu'on peut utiliser pour défaire un peu l'effet Pygmalion, tu sais, quand on impose quelque chose à quelqu'un. Donc, ils sont pas compétitifs, ils sont pas agressifs. C'est d'utiliser justement le terme apprendre. Non, comme elle n'a pas encore appris à faire ça, ou elle va être capable d'apprendre à être agressive pour justement combattre, pour aller chercher le ballon au plus haut point lorsque la passe elle est faite. Puis tu sais, ça c'est important parce qu'on arrive avec plein d'étiquettes dans notre tête, qu'on le veuille ou non, puis il faut faire attention de les déconstruire. Fait que tu sais, là il y a deux liens super intéressants. Un, si vous n'avez pas écouté le film Barbie, écoutez-le jusqu'à la fin, puis écoutez ce discours-là. Moi je l'ai écouté 2-3 fois parce que mes filles ont juste été intéressées par ça, puis de ça. Puis deux, de se rappeler de l'effet Pygmalion, puis c'est quoi une des meilleures stratégies qu'on peut utiliser pour combattre l'effet Pygmalion, qui est de dire, hey, oui, les gens, tu pars avec des étiquettes, mais essaye de les enlever, puis essaye de mettre l'étiquette d'apprenant à la personne. Puis si on met l'étiquette d'apprenant, bien souvent, on va sortir du cocon que nous-mêmes, on impose en tant qu'intervenant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de dire aussi, tu sais, vraiment, là, j'ai donné je ne sais pas combien de formations des entraîneurs masculins. Et après la formation, tu sais, c'était comme un eye-opener, là, excusez l'anglicisme, mais c'est-à-dire, oh my God, si j'avais su ça avant, j'aurais vraiment, je serais intervenue différemment auprès des filles, tu sais. Puis c'est sûr, tu sais, moi, demain matin, j'arrive avec une gang de gars. J'ai coaché en contexte de mixité, mais écoute, c'était du mini-basket, là. Puis déjà là, je voyais la différence entre les gars et les filles, c'était incroyable. Tu sais, c'est drôle parce que quand on fait les formations justement sur les particularités des filles, une des questions qu'on se fait poser, c'est que est-ce que vous n'avez pas peur de perpétuer les stéréotypes, tu sais, en disant les filles sont de même, les gars sont de même? Puis là, on dit, ben, en fait, c'est que dans la réalité, encore aujourd'hui, les gars et les filles ne sont pas socialisés de la même façon. Ça tend à changer. Fait que oui, on a de plus en plus de filles qui vont être élevées dans des familles où les parents vont avoir encouragé la pratique sportive. Comme, tu sais, leur gars, leur fille, c'est la même affaire. Ils les amènent les deux, ces terrains de sport, puis il n'y a pas de différence. Let's go, on y va. Mais ça demeure encore une minorité de filles. Tu sais, comme il y a une très petite minorité de gars où les parents, puis les pères en particulier, vont être super heureux d'apprendre que leur garçon veut faire du patinage artistique. Il y a encore, tu sais, ça gratte un peu dans la gorge quand ça passe. Tu sais, il y en a qui n'ont aucun problème, mais il y a encore des parents, des pères en particulier, il y a comme une déception de dire « Ah, mon gars veut pas jouer au hockey » ou « Il veut pas jouer, tu sais, il est plutôt artistique », puis fait que, tu sais, on a encore du chemin à faire là-dessus. Fait que c'est vrai que les gars et les filles, on n'est pas socialisés pareil. Fait que de dire qu'on donne des formations spécifiques, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'éventuellement, on n'ait plus besoin de donner ces formations-là. Mais actuellement, avec qui on reçoit, qui sont nos filles, qui sont nos garçons, comment ils ont été socialisés, on a encore besoin de se faire coacher sur « OK, c'est qui cet athlète-là qui arrive avec toi? » Ben oui, tout à fait. Puis c'est un peu ça qui est à l'origine de notre conversation, dans le sens que, de mon côté, un parcours de 14 ans comme athlète dans des sports, principalement le football, très masculin, basketball, baseball, équipe masculine, coaching dans un sport masculin, jusqu'à temps que j'ai ma conjointe à s'impliquer dans le sport de haut niveau, puis que j'ai mes 3 filles, tu sais, il y avait bien des choses que j'avais pas réalisées, mais tu le sais pas tant que t'as pas le shatter glass moment, là, dans le sens qu'il y a un moment aussi que c'est révélateur, puis t'es comme, oh boy, ok, il y avait bien des choses que j'avais pas vues. Mais justement, en lien avec ça, comme un des gros enjeux, une des fédérations sportives du Québec, dont la Fédération de natation artistique en ce moment, a des enjeux qui touche
deux choses que tu viens de mentionner. D'un premier côté, il y a l'enjeu de recrutement ou de rétention des entraîneurs femmes. C'est-à-dire que même si c'est un sport, c'est majoritairement des femmes et des filles qui pratiquent ce sport-là et qui coachent, il y a un gros enjeu de rétention parce que, rendu à un certain âge, les femmes vont seulement quitter le coaching pour jamais y revenir. Mais de l'autre côté, dans un but d'augmenter la participation, parce qu'au niveau international, maintenant, c'est davantage valorisé ou demandé même d'avoir des nageurs artistiques, c'est-à-dire d'inclure des hommes dans les routines en duo, même en solo, puis je pense dans le niveau par équipe, mais là, citez-moi pas là-dessus. Fait que, qu'est-ce que peut-être tu as à dire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour justement résoudre ça? Le premier problème, c'est vraiment rétention des entraîneurs femmes à travers le temps. Et deuxième côté, c'est vraiment inclusion puis encouragement des hommes à pratiquer un sport qui est en réalité pas... qui est généralement pas recommandé ou décommandé ou pas valorisé là, pour des jeunes. Là, je pense que je peux le dire comme ça. Fait qu'il y a ces deux enjeux-là que je vois, puis je me dis... Puis tu sais, je sais que pour avoir discuté avec des gens de la Fédération de artistique, comme ils veulent vraiment bien faire, ils ont la cause à cœur, mais c'est pas facile à dealer avec ces deux enjeux-là. Bien, en fait, pour ce qui touche le coaching, là, tu sais, en fait, c'est multifactoriel. Et je pense que un des problèmes qu'on a actuellement par rapport au fait qu'on a peu de femmes en coaching, c'est qu'on met beaucoup, en fait, on met sur les épaules des femmes cette situation-là, puis c'est tout le discours en recherche qu'on appelle Blame it on the woman. Alors, spontanément, quand on discute, puis tu demandes à des gens, ouais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes entraîneurs, ben tout de suite, les gens vont répondre, puis les gens du monde du sport, là, pas ma mère puis mon père, là, tu sais, les gens du monde du sport. Ils vont dire, ah ouais, mais tu sais, les femmes, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas les compétences. Ouais, mais tu sais, les femmes n'ont pas le temps, c'est la famille qui passe en premier. Ouais, mais les femmes, c'est ça, ils n'ont pas l'expertise, l'expérience à un haut niveau. Fait que là, on sort un paquet d'explications qui reposent uniquement sur les femmes elles-mêmes. Fait qu'on explique ça par c'est la faute des femmes, en fait, s'il n'y en a pas tant. C'est elles qui lâchent, c'est elles qui ne sont pas intéressées, c'est elles qui n'ont pas les compétences, etc. Mais quand on regarde au niveau de la recherche, bien, ce que ça nous dit, en fait, c'est que c'est vraiment systémique et depuis, mon Dieu, des années et des années, on n'a pas réfléchi sur qu'est-ce qui fait que les femmes vont lâcher ou elles commenceront même pas à coacher. Là. Donc, il y a même pas, on n'est même pas capable de les recruter. Là. Ça commence au départ. Puis, on n'a pas jamais questionné nos façons de faire en coaching. Alors, est-ce que c'est normal? Puis, est-ce qu'on est obligé en coaching de travailler à tous les soirs, toutes les fins de semaine, d'avoir un horaire de fou? Est-ce qu'on peut questionner comment on organise le sport? Puis là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes papas qui sont coachs, puis eux autres aussi, ils disent « Hey, time out, là. Moi, j'ai le goût d'être avec mes enfants aussi, là. Je veux pas être un étranger, là. » Tu sais, alors, ce que les femmes disent depuis longtemps, qui n'était pas entendu, là, les hommes commencent à le dire et eux sont entendus. Puis je pense que le système sportif, on n'aura pas le choix de revoir comment on organise les patentes pour dire, ben là, il y a peut-être d'autres modèles à réfléchir pour que ça puisse permettre la conciliation travail-famille. C'est sûr que c'est un enjeu pour les femmes, on ne se le cachera pas. Entre autres, c'est encore elles qui accouchent. La technologie n'a pas permis aux dernières nouvelles. En tout cas, on n'a pas entendu parler d'autres choses. Fait que c'est sûr que ça demeure un enjeu, mais plutôt que de dire, ben ça pénalise les femmes puis ça les exclut d'office, mais est-ce qu'on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne? Et là, il commence à avoir des modèles, par exemple, du co-coaching. Puis là, on l'a vu, tu vois, ça commence à apparaître au Québec au niveau des fédérations sportives. On a 2 fédés qui ont 2 co-directrices générales. Fait qu'ils sont seuls, ils ne l'auraient pas pris. Parce qu'il arrive quelque chose, puis la recherche aussi l'a documenté, même si les hommes sont de plus en plus engagés dans le travail à la maison, c'est majoritairement les femmes encore qui ont la charge, que ce soit les devoirs, penser au lunch, penser à l'épicerie, penser à aller chez le dentiste, penser à. Donc, c'est encore majoritairement les femmes. Alors, ce qui fait que les femmes, effectivement, dans certains cas, vont s'auto-exclure en disant, ben je connais les exigences de cette job-là, fait que j'y vais pas parce que je sais que ça ne matche pas avec ma vie
personnel en ce moment ou professionnel. Fait que là, de dire, ben, ça se pourrait-tu qu'on ait du co-coaching? Puis qu'on permette à une femme de dire, bon, ben là, tu vas être à un entraînement sur 2, tu n'es pas obligé d'être là tout le temps. Tu sais, on va avoir des assistants, puis de dire, ben on va alterner, puis tu n'es pas obligé d'être là toutes les fins de semaine. Puis on est toujours obligé de faire quelque chose de 5 à 7 quand on sait que c'est les devoirs, le souper, le. Fait que ça, là, puis ça va aider les hommes. D'ailleurs, ça aussi, c'est très documenté. Hein? Quand on met en place des stratégies qui favorisent les hommes, ça aide tout le monde dans l'organisation, puis les gars sont bien contents. Ils en profitent eux autres aussi. Ça, c'est documenté. Alors ça, je pense qu'il faut, pour le coaching, il faut revoir nos modèles, revoir nos exigences, comment on structure le sport, qui vont faire en sorte qu'effectivement, ça va être plus attrayant pour une femme, puis elle va dire, ah ben tu sais, j'ai des options en termes de flexibilité. Fait que ça, c'est là. Puis, il faut aussi arrêter de présumer que les femmes sont moins compétentes que les hommes. Puis pour moi, je veux profiter de ton balado, en fait, comme tu dis qu'il y a une majorité d'hommes qui nous écoutent, c'est merveilleux. Moi, je suis pro-quota. Tu sais, moi, là, comme tu sais, je disais tantôt, on tourne dans la boîte, là, puis à un moment donné, pardon, quand il y a de la discrimination systémique, je pense qu'il faut prendre des mesures pour briser ce cercle-là. Puis je suis pro-quota. Fait qu'à chaque fois que je dis, moi, je suis pour les quotas, fait que si on a 30% de filles qui font le sport, ben je veux 30% de coachs féminins. Tu sais, c'est comment? Ça marche. Puis si on a 50% de filles, je veux 50% de coachs féminins. Puis là, c'est quoi la première affaire que les gens me disent, tu penses? C'est qu'il n'y en a pas. Oui, c'en est une, mais la première qu'ils disent, c'est, Vas-y. ben, c'est parce que là, nous, on veut engager la personne la plus compétente. Hey, ça, là, quand j'entends ça, là, je respire. Puis après, je réponds. Je dis, bon, alors quand on veut mettre des quotas, c'est donc qu'on veut engager plus de femmes. Tu sais, parce que j'ai pas vu ça encore des quotas pour les gars parce que vous n'avez pas besoin. Vous êtes déjà partout en sport. Fait que là, quand on veut mettre des quotas, c'est qu'on veut engager des femmes. Fait que quand la personne me répond systématiquement, ouais, mais nous, on veut engager la personne la plus compétente, qu'est-ce qu'on sous-entend? On sous-entend qu'il y a un risque à engager une femme qu'elle ne soit pas compétente. Ça vient me craquer. Fait que là, je dis, vous ne vous posez pas la question pour les gars, jamais. Puis là, moi, je relance en disant, est-ce que vous êtes en train de me dire que tous les gars qui sont dans le sport, qui ont des postes de leadership, sont compétents? Et là, tout le monde, exactement comme toi, tout le monde a un petit rire en disant non. Puis on a même des noms qui nous viennent en tête. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais, fait que j'ai dit non. Puis pourquoi ces gars-là, ils sont là? Parce que ce sont des gars. Parce que les femmes aussi vont dire ça. Tu sais, quand moi, je dis je suis pro-quota, les femmes vont dire hey, non, mais moi, je vais être engagée parce que je suis compétente. Penses-tu que le gars qui est à côté de toi, il est engagé parce qu'il est compétent? Non, il est engagé parce que c'est un gars. Tu sais, ça a été le premier. Parce que d'emblée, on va considérer que c'est sûr qu'il est compétent, c'est un gars qui est en sport, voyons. C'est une évidence. Alors que pour les femmes, on a toujours ce petit soupçon-là. Puis quand je parle de quota, ouais, mais on veut la personne la plus compétente. Fait que ce que je réponds, c'est avant qu'une femme pose sa candidature, ça aussi, c'est le fun parce que c'est très documenté par la recherche. Alors, il y a un poste qui ouvre. La femme, avant de poser sa candidature, là, elle va regarder si elle coche les 15 critères qui sont demandés. OK, je suis capable de faire ça, c'est ça. Puis si elle est à 14, elle va même se dire il m'en manque un, je ne suis pas sûre, j'ai tout ce qu'il faut. Le gars, il y en a 8 sur 15. Let's go, j'y vais. Fait qu'il y a une espèce d'assurance. Les gars, ils vont, puis ils vont la poser leur candidature, puis let's go, j'y vais. Fait que dites-vous bien que si la femme a posé sa candidature, c'est parce qu'elle est probablement overqualified, là. Elle est probablement plus qualifiée que ce que le poste exige. Ça, c'est la première chose. Dites-vous bien ça, comparativement aux garçons, aux gars qui vont poser leur candidature. Fait que vous n'avez pas il n'y a pas de danger. Puis la dernière chose sur les quotas, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que les études qui commencent à sortir, parce que les quotas existent dans plusieurs autres domaines que le sport, entre autres en finance, les grosses compagnies, etc., les compagnies d'État. Ici au Québec, ça fait des années maintenant que sur les conseils d'administration, il faut qu'ils soient dans la zone paritaire. Puis c'est drôle, hein, quand on a des quotas, on en trouve des femmes. Puis quand il n'y a pas de quota, on trouve des excuses. Ça, j'adore ça. Mon Dieu, je vais retrouver son nom.
de la personne qui a dit ça, ça va me revenir. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça, j'aimais bien dire, quand on a des quotas, on trouve des femmes. Quand on n'en a pas, on trouve des excuses pour expliquer le fait qu'on n'a pas. Mais bref, je finis avec ça. Les études sur les quotas, lorsqu'on en met en place, c'est qui perd la job? C'est qui perd le job? Les gars incompétents. Fait qu'eux autres, ils peuvent avoir peur des quotas, aucun problème. Mais ce que ça fait, c'est que les organisations en sortent gagnantes parce qu'on se ramasse avec juste plus de gens compétents. On a des femmes compétentes puis des hommes compétents. Puis la dernière chose, c'est que je dis aux gens, non, mais si on met des quotas, là, pensez-vous vraiment qu'une organisation va engager une femme incompétente parce que c'est une femme? Je dis, voyons, il n'y a personne qui fait ça, là, tu sais. Il n'y a personne qui va faire ça. Tu sais, je dis ça, c'est du n'importe quoi. Fait que, bref, j'espère que tous ceux et celles qui m'écoutent, vous allez être en faveur des quotas pour qu'on brise le cercle de la discrimination. Fait que ça, c'était juste la première partie de la réponse sur les coachs. Ben là, puis je vais revenir à plusieurs éléments. Juste ça, j'ai 5 points de conversation. Je pense qu'on pourrait faire un deuxième épisode. Mais avant d'aller revenir sur les différents éléments, en fait, je vais revenir sur les différents éléments. On parle de la zone paritaire, donc les quotas. Tu as parlé du co-coaching. Là, moi, je ramène à d'autres choses. C'est dans les affichages de poste, moi, une des choses qui m'a frappé, c'est l'impact de l'écriture inclusive dans les affichages de poste. J'avais aucune idée de ça, en étant un homme blanc. Tu sais, tout ça, mais de dire que juste de mentionner, hey, pour poste de première ministre ou premier ministre ou entraîneur et entraîneur, je pense que ça triple le nombre de candidates qui appliquent. Absolument. Ça, c'est incroyable, triplé. Là. Puis là, on va mettre la vidéo dans la description. Là. C'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube par une chaîne super intéressante et informative, Syllabus. Je sais pas si ça dit quelque chose, qui parlait de l'impact de l'écriture inclusive. Puis là, moi, c'est là qui m'a amené à faire des décisions justement sur quand on parle des postes professionnels. Mais quand tu parles de la zone paritaire, on se situe où? Est-ce que c'est vraiment relatif à la proportion de participation ou on devrait viser le 50-50 à tout prix? Okay. Donc, la zone paritaire, on dit entre 40 et 60 parce que souvent, c'est extrêmement difficile d'arriver à 50-50. Là, même, mettons, un conseil d'administration, souvent, c'est un chiffre impair pour s'assurer qu'il n'y aura pas de... Fait que si tu es neuf sur ton conseil d'administration, ben 50-50, ça se peut pas. Fait que, alors, donc, donc, quand on parle de zone paritaire, on est dans la zone de 40-60, puis entre autres, ces chiffres-là ont été identifiés parce que la recherche a documenté que pour que la voix d'une population minoritaire soit entendue, puis dans le cas qui nous interpelle, ce sont les femmes qui sont minoritaires dans les postes de décision. Donc, pour que la voix des femmes ait un poids décisionnel, ça prend un minimum de 30 de femmes. En bas de 30 bien souvent, la voix des femmes va être, ça va être une ou deux femmes, et elles ne sont pas assez nombreuses pour que leur voix soit entendue puis que ça fasse une différence. Alors, c'est à partir de 30 qu'on voit qu'il y a une différence. Donc, la zone paritaire, on est dans le 40-60. Et c'est sûr que si on est, quand je parlais tantôt, 30 de filles, ça me prend 30 de coachs féminins ou de personnes qui vont prendre des décisions. Ce qu'on souhaite, c'est qu'autour de la table, la représentation des gens qui prennent les décisions soit équivalente à la population qu'on dessert. Alors, si moi, je suis en natation artistique, puis j'ai 95 de filles, bien, autour de la table, je devrais avoir 95 de femmes parce que je comprends l'expérience des filles qui sont là. Alors, c'est toujours de dire, il faut qu'autour de la table, on ait la voix des personnes qu'on représente. Même chose, si dans la communauté sportive, je ne sais pas, moi, je suis la fédération de basketball et je regarde c'est qui mon pool de participants-participantes. Bien, là, au niveau garçon-fille, on est pas mal dans le 50-50 en basket. Mais si on regarde au niveau des personnes racisées, bien là, on a peut-être 25 de personnes racisées qui jouent au basket ou 30 Je n'ai pas les chiffres, là, je donne vraiment des chiffres de façon aléatoire. Mais est-ce qu'autour de la table, des gens qui prennent les décisions, est-ce que ces personnes-là sont représentées ou si on est juste des personnes blanches? Alors, c'est vraiment cette proportionnalité-là pour s'assurer qu'autour de la table, il y a la voix des gens pour qui on est là, qu'on dessert. Donc, il faut comprendre leur expérience. Alors, c'est pour ça qu'au-delà de la zone paritaire, il y a aussi la diversité qui doit être représentative des gens pour qui on est là, en fait. Là. Oui, tout à fait. Puis là, je reviens à l'idée de la compétence. Tu parlais de la perception de compétence puis la présupposition de compétence. Puis souvent, on va présupposer qu'un homme est compétent juste parce que, comme tu l'expliquais.
Puis ça, moi, c'est une chose en général dans la société que j'aimerais ça qui change. C'est comme la présomption d'innocence. Puis le lien avec ça, c'est que, tu sais, que ce soit dans le cancel culture, que ce soit dans l'inclusion, de dire, hey, présumons que les gens sont innocents, innocents dans le sens innocent de culpabilité jusqu'à preuve du contraire. Présumons que les gens sont compétents jusqu'à preuve du contraire aussi, peu importe leur origine, qu'on parle de diversité, qu'on parle d'équité là-dedans. Puis ça, je pense que c'est super important. Puis moi, je l'ai vécu dans les dernières années où est-ce qu'on avait différents groupes, puis à la base, c'était majoritairement des hommes. Puis dès que on a intentionnellement, moi puis un de mes collègues, dit OK, non, si on est pour faire partie de ce groupe-là, comme il doit y avoir des femmes qui fassent partie du groupe, c'est pas vrai qu'on veut juste rester notre gang d'hommes. Puis dès que les femmes sont intégrées à l'environnement, les conversations étaient beaucoup moins orientées sur l'ego. Ça, je le remarque. C'est qu'anecdotique, mais ça, je sais. Puis une chose que je sais qui est documentée, pour en avoir parlé avec une autre des collègues qui fait des recherches dans ce domaine-là, puis je suis pas sûr que tu as vu la même affaire aussi de ton côté, c'est qu'il y a une plus grande divergence d'idées qui va être proposée. Fait que non seulement on a un conseil d'administration qui représente mieux la population qui dessert, mais aussi on va être probablement moins dans une chambre d'écho qui va juste répéter les idées de l'homme avec le plus de pouvoir. Mm-hmm. Puis ça, si on veut être innovateur, ce qui est fondamental à mes travaux de recherche sur le coaching, ben pour être innovateur, il faut nécessairement soulever une divergence d'idées qui va nous amener à proposer des solutions plus créatives dans notre résolution de problèmes. Puis ça, c'est important. Puis plus on est diverse, puis plus on est équitable, donc moins on a des gens pareils autour d'une table, plus souvent les idées vont être divergentes, puis plus ça va être riche. Puis juste ça, au niveau de performance, si on le fait pas nécessairement pour la cause, si vous le faites juste pour la question de performance, ben cet élément-là, pour moi, il est immanquable. Puis là, je veux te revenir à un élément important. En fait, je veux revenir à un élément qui est important pour moi quand tu parlais du co-coaching. Tu as donné quelques exemples de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire d'alterner, par exemple, la participation à certaines pratiques. Donc, OK, Guylaine, tu vas encadrer telle pratique, puis Victoria va encadrer telle autre pratique. Quoi d'autre qu'on peut faire? Parce que quelqu'un qui se dit, OK, là, nous, on veut faciliter l'accessibilité au coaching pour des personnes dans différents contextes, de différents milieux, comme on veut faire du co-coaching, comme qu'est-ce qu'on fait? En fait, dans les autres modèles qui existent, qui sont intéressants, je pense au milieu universitaire, où on va, en fait, on anticipe la grossesse d'un coach, OK? On fait pas comme, tu sais, on n'est pas surpris tout à coup, oh mon Dieu, elle tombe enceinte, c'est la catastrophe. Et il y a déjà des éléments de prévus, par exemple. Si une entraîneur tombe enceinte, ben là, c'est déjà convenu que l'assistante ou l'assistant entraîneur va prendre le head coaching, va devenir entraîneur-chef pendant le congé de maternité. Mais cette personne-là, c'est aussi que lorsque la femme va revenir, elle reprend son titre, d'entraîneur-chef. Fait que la femme qui quitte pour son congé de maternité ne quitte pas avec la crainte, bon, je vais-tu avoir mon poste quand je vais revenir, comment ça va marcher? Puis la personne qui prend la job de façon intérimaire, elle sait aussi, cette personne-là, que quand l'entraîneur va revenir de son congé de maternité, elle redevient adjointe. Fait que c'est connu, c'est su, puis il n'y a pas de problème. L'autre chose aussi, tu vois, ma conjointe a été longtemps responsable des sports dans un collège, dans un cégep. Puis une des premières choses qu'elle a mis en place, c'est un service de garde, c'est qu'il y avait une éducatrice en garderie qui venait pendant les entraînements, parce que quand son entraîneur-chef est tombée enceinte, elle a accouché. Fait que l'éducatrice était là, elle s'occupait de l'enfant du coach. Fait que dans la pratique, là, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait de son enfant. Fait qu'elle était là, elle donnait sa pratique, puis elle savait qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de l'enfant. Puis c'était à des coûts minimes, là, tu sais, ça coûtait pas 150 000 $ par année. Et puis elle l'a offert aussi, c'était offert aux entraîneurs masculins et féminins, là, parce qu'un de ses entraîneurs masculins, sa conjointe a eu un enfant pendant qu'il était coach, puis elle lui a dit, c'est ce matin, tu vas amener ton enfant, elle dit, je t'offre le même service, là, tu sais, je vais l'amener, l'éducatrice, là, qui va être là pendant tes entraînements. Il n'a pas eu besoin, il n'a pas demandé, mais c'était là aussi pour son entraîneur masculin. Et tu vois, puis ça, je pense vraiment que ça prenait une femme pour penser à ça. Tu sais, ça prenait une femme pour dire, ben finalement, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on peut penser, puis au bout du compte, qui favoriseraient aussi des entraîneurs masculins qui ont de jeunes enfants. Puis un moment donné, ben, c'est ta conjointe là, qui travaille à soir, puis là, ben, toi, tu as une pratique. Fait que, ben, là, je le sais que je peux amener mon enfant, puis il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que, tu sais, je pense que la conciliation travail-famille par rapport au coaching, on peut innover là-dessus aussi. Puis ça me fait penser aux organisations. Ben, c'est clairement une décision
qui est dans les mains des clubs, principalement, ou des écoles, ou des cégeps, ou des universités, comme tu disais. Puis je pense qu'il y a peut-être intérêt à davantage coordonner les calendriers de pratique, parce que c'est le calendrier qu'on contrôle, entre les différentes équipes sportives, que ce soit ton équipe de volleyball masculine, féminine, etc., pour peut-être mettre des services qui sont au profit de toutes ces équipes-là. Puis je vois, puis ça me fait penser maintenant à ce qui se passe, puis je sais, il y a un de mes collègues au Brésil qui travaille beaucoup avec des clubs multisports, puis c'est des clubs multisports où est-ce qu'on va avoir une équipe de soccer, une équipe de volleyball, une équipe de natation à l'intérieur du club multisport. Mais si on avait un club multisport, on pourrait aussi mettre un centre de la petite enfance ou une garderie spécifique à ce club-là qui est accessible justement aux employés ou au personnel, puis de dire « Hey, moi, j'ai des pratiques là. On a, dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, on est pogné avec les enfants, entre guillemets. » Là, je sais qu'il y a des personnes qui ne diraient pas qu'on est pogné avec nos enfants, mais c'est ça la vie. Des fois, à un moment donné, t'es comme « J'ai mille responsabilités, puis OK, aujourd'hui, il faut s'en occuper. » Puis tu peux arriver puis utiliser ça à profit. Tu sais, comme de façon... C'est proche de ton club, c'est dans tes installations, donc ça facilite les choses. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, puis je pense que dans les écoles, particulièrement dans les clubs, on devrait se poser cette question-là. Comment est-ce qu'on peut mettre des services qui sont profitables à, justement, toutes les différentes personnes qui travaillent pour nos différentes équipes à l'intérieur de notre institution. Tu sais, dans les choses aussi à regarder, c'est qu'il y a dans des cégeps, dans vos cégeps autour, ça s'offre la technique en service de garde. Fait que des fois, tu peux avoir des étudiantes qui vont venir, des étudiants, il y en a peu, mais quand même, qui viennent, donc qui sont en technique, ça peut faire partie de leur stage, ça peut faire, tu sais, et c'est à moindre coût encore, là, tu sais. Fait qu'il y a, quand je dis, il faut penser outside the box, puis essayer de voir comment on peut s'organiser, puis tu as raison de dire, si on se met plusieurs ensemble, ben peut-être, écoute, le IKEA a une garderie. Quand tu arrives au IKEA, tu peux laisser ton enfant dans un ballon, là, tu sais, dans une bulle. Fait que, tu sais, pourquoi en sport, est-ce qu'on commence pas justement à innover? Et ça, je pense, c'est une des barrières qui, effectivement, ferait en sorte qu'on a assurément qu'on pourrait retenir les femmes en coaching. Parce qu'une fois qu'elles quittent, effectivement, les ramener, c'est pas évident. Parce qu'on sait ce que ça demande, le coaching aussi. Là, c'est un rythme de vie quand même assez olé, là. Puis ton commentaire-là vient boucler la boucle pour moi parce que ça fait déjà un bon petit bout qu'on se parle, puis je veux enchaîner avec les questions éclairs pour respecter ton temps. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais que il faut repenser un peu au calendrier sportif. Puis ça, moi, c'est un de mes pet peeves là, depuis le début de temps d'arrêt, puis depuis des années, où est-ce que on pense tout le temps que c'est juste une quantité de temps qui va déterminer ton succès. Mais c'est pas vrai, un peu à ce que tu disais au départ, tu sais, de dire que si tu passes 12 heures à faire un travail mental, à analyser du vidéo, ça va nécessairement t'amener plus de résultats. On devrait chercher des stratégies pour être justement plus efficient, puis des fois, ça rendrait ça un peu plus accessible. Puis on a dans notre conception puis notre culture sportive l'idée que il faut le choix de 9h du matin jusqu'à 9h le soir au bureau pour avoir le potentiel de remporter le championnat de ma ligue, alors que c'est faux. Puis on le sait qu'après un certain temps, puis en fait que c'est complètement différent que de travailler sur une chaîne de montage, par exemple, qu'après 6 heures, 7 heures de travail intellectuel intense dans une journée, puis même là, c'est beaucoup, comme tes facultés commencent à descendre. Je ne sais pas qu'on a des facultés affaiblies, ça dépend de ce que tu fais sur l'heure du dîner, mais ceci étant dit, c'est important de prendre ça en considération parce que les calendriers sportifs qu'on s'impose, puis je choisis mes mots en disant ça, sont souvent pas nécessaires. Comme on pourrait en faire moins puis avoir des meilleurs résultats, puis avoir les mêmes résultats ou sinon avoir justement des meilleurs résultats. Dernière question avant d'enchaîner dans les questions éclairs. Moi, l'idée aussi de t'amener, c'est d'être un allié, de voir comment est-ce que je peux aider. Une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de regarder aussi, quand on organise des conférences, de s'assurer qu'il y a une représentation dans l'organisation des conférences, dans les invités. Moi, personnellement, je dis non à tous les manels. Donc, si je t'ai invité sur un panel et qu'il n'y a pas de femme, je le soulève, puis je dis je ne participe pas à moins qu'il y ait une femme. Même affaire j'ai été demandé de faire partie de 2-3 groupes de travail pour différents projets dont je ne nommerai pas les sources et les coachs. Puis je dis, regarde, s'il n'y a pas de femmes inclus, moi, je ne participerai pas. Quoi d'autre qu'on peut faire en tant qu'homme blanc? Ben, en fait, je pense qu'une des premières choses, c'est d'aller vers les femmes de votre organisation pour vous informer c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'elles vivent. Parce que souvent, si dans l'organisation, on est peu de femmes, ben, les chances qu'on s'exprime en groupe pour dire, ben voici qu'est-ce qui est des irritants ou des choses dont j'aurais besoin, qui concordent peut-être pas aux besoins de la majorité qui est là. Fait que je pense qu'une des premières choses, c'est aller demander aux femmes elles-mêmes. Donc, si elles savent qu'est-ce qu'elles vivent, de quoi elles ont besoin,
et comment vous pouvez les soutenir par rapport à ça. Ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre chose, c'est ça arrive assez fréquemment, en fait, où les femmes vont mettre en place une initiative ou vont avoir une super idée. Et c'est rare qu'on le reconnaît publiquement que c'est à cause de cette femme-là, c'est elle qui a eu l'idée, c'est elle qui a eu cette initiative-là. Puis il y a des personnes qui sont très bonnes à s'approprier le mérite de certaines initiatives et sans jamais parler de la femme qui est derrière ça. Alors le fait d'être un allié, c'est aussi de reconnaître la contribution des femmes dans l'organisation, puis pas juste quand j'étais avec elles, mais de façon publique devant les autres collègues aussi pour qu'ils sachent que ah, wow, c'est toi qui as pensé à ça. Ah, tu as fait ça, c'est donc bien super. Et ça permet aussi de défaire les stéréotypes par rapport aux compétences, entre autres. Fait que ça, c'en est une des choses à faire. Ce que tu fais dans vos positions, quand vous avez l'opportunité de dire non, ben moi, s'il n'y a pas de femme, j'y vais pas. Ben ça fait changer les façons aussi. Fait que comme homme, de prendre la parole et de pas hésiter de dire, ben ça, cette situation-là, c'est inacceptable. Ça peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des femmes ou il faut qu'on fasse attention à tel élément. Fait que je pense que oui, les hommes doivent aussi profiter du fait qu'on les écoute et d'être vocal par rapport à ça. De pas hésiter non plus dans l'organisation, il est possible qu'une ou deux femmes de votre organisation aient besoin d'un soutien particulier, d'une initiative, que ce soit peut-être avoir besoin de mentorat dans certains cas, d'avoir dans certaines périodes un horaire plus flexible, justement parce qu'il peut y avoir des enjeux avec la famille, mais de ne pas hésiter à individualiser en fait le soutien que vous pouvez apporter, qui peut être différent dans certains cas pour les filles et les femmes. Vous réfléchir à vos propres préjugés comme homme, stéréotypes, tu sais, puis attention aux mots choisis, tu sais, là, les blagues, là. T'es-tu dans tes SPM? T'as-tu une montée de lait? T'as-tu, tu sais, non. Non, c'est pas drôle. Ça marche plus. Là. Non, on n'est plus là, mais on entend encore tellement, tu sais, où on va... puis même, ça peut être un collègue masculin qui t'applique un peu, puis on va lui dire voyons, t'as-tu tes SPM? On fait référence souvent aux aspects péjoratifs. Puis, fait que ça, c'est vraiment. Ça perpétue. Puis, et si vous êtes témoin de commentaires de ce type-là, s'il vous plaît, intervenez. Hein? Dites-le, puis peut-être vous n'êtes pas obligé de blaster votre chum devant tout le monde, mais vous pouvez y arriver en privé, dire, quand tu dis ça, c'est mon oncle un peu, là. C'est passé date. Je pense que tu peux. En lien avec ça, je lisais de quoi il y a peut-être 1 an qui disait le simple fait de dire, mettons qu'on va l'appeler Thomas et il dit une blague là, sur les SPM comme ça, puis juste dire là, en tant que t'arrives puis tu fais juste dire come on. T'sais, juste une expression comme ça, c'est suffisant pour faire réaliser à la personne que... Fait que t'as même pas besoin de faire une intervention, de ce que moi j'ai lu du moins, là, t'as même pas besoin de faire une intervention individuelle là, qui a l'air sérieuse puis peut-être même paternaliste avec ton chum ou ton collègue. Tu peux juste arriver et faire comme come on. Puis ça va avoir un effet comme ah ouais, c'est vrai que c'était pas fort mon affaire. Puis ça commence à changer de discours. Fait que des fois, tu sais, les gens ont peur d'intervenir parce qu'ils disent ah ben là, c'est pas vrai que je vais aller donner un sermon puis à mon ami ou à mon collègue. Mais il y a des petites interventions subtiles qui peuvent justement changer la direction. Oui, puis tu vois, sur les alliés en particulier, je vais en profiter pour plugger mon lab de recherche. Là. Donc, c'est le lab Pro-Femmes à l'Université Laval. Pro-Femmes, ça s'écrit P-R-O-F-E-M-S. Puis je pourrais t'envoyer le lien si tu veux le mettre en tout cas, à quelque part. Mais c'est qu'on a toute une section sur les hommes alliés. Fait qu'il y a des capsules, en fait, où on donne des trucs. Il y a des infographies où très succinctement, on dit, ben voici ce que vous pouvez faire comme homme allié pour soutenir justement les femmes qui travaillent dans votre organisation. Alors, c'est court à écouter, ça se lit en 2 minutes, mais ça peut donner des pistes, puis vous pouvez partager avec vos collègues aussi. Super, bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Et moi, ce que je retiens des dernières interventions, c'est zone paritaire, minimum de 30%,
co-coaching, valoriser les contributions des femmes, enquêter individuellement sur les besoins, participer à des opportunités inclusives, peut-être même des services centralisés pour son département des sports, qui est originaire de notre co-création d'idées divergentes dans un espace inclusif, puis individualiser le soutien ou l'horaire. Fait que, tu sais, déjà là, si on est dans un rôle de leadership dans une organisation, je pense qu'il y a plusieurs pistes là, à explorer où est-ce qu'on peut juste commencer à changer les choses, puis pas besoin de commencer à tout faire en même temps. Non. Une piste à la fois, puis ça peut créer du changement, ça part la roue. Oui, puis je pense que c'est un bon point que tu soulèves pour terminer, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'insurmontable parce que chaque petit geste compte. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la politique du petit pas. Ça fait des années que je parle de ça. Puis c'est un classique, là, tu dis, ouais, on sait bien, mais c'est vrai parce que si on voit toujours ça comme une montagne, puis on a l'impression qu'on ne peut pas rien faire, ben qu'est-ce qu'il fait? Ben on fait rien. Parce qu'on dit, écoute, c'est tellement gros, là, tu sais, comme juste les changements climatiques. Là. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est tellement gros. Ouais, mais si tout le monde fait son petit geste, ben c'est l'accumulation qui fait une différence. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, de ne pas voir ça comme une montagne, mais de dire, ben oui, j'ai mon rôle à faire. Puis sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir. Jamais, jamais. Vous pouvez avoir impacté une seule personne, mais cette personne-là va peut-être en impacter 5. Tu sais, je me rappelle plus c'était quoi le film, là, tu sais, un peu donné au suivant. Non, tu sais, c'est le petit gars là, qui fait dans sa classe, là, il dit ben, une personne influence 2, puis chaque en influence 2, puis finalement, tu en as influencé 150 000. Là, ouais. C'est vraiment super, mais c'est un peu ça aussi ce à quoi il faut penser. Là. On va y arriver, on va sortir de la boîte. Si jamais tu le trouves, on va le mettre dans la description de l'épisode. Puis peut-être juste dernière question, parce que là, on a parlé de tes exploits, de tes réalisations dans la dernière heure. Si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais peut-être 22 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais, malgré ton parcours réussi? En fait, je pense que c'est d'utiliser plus souvent le verbe demander. Je pense qu'on hésite trop souvent à demander. Puis dans le fond, le pire qui peut arriver, c'est qu'on va se faire dire non. Puis souvent, on se fait dire oui, puis on n'a pas anticipé qu'on aurait pu se faire dire oui. Et j'ai une amie très chère à moi qui a dit quand je reçois un non, je suis contente parce que ça veut dire que j'ai réussi à me rendre à la personne qui prend des décisions, puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je change pour finir par avoir un oui. Et trop souvent, je pense qu'on se limite. Moi, je suis rendue que je demande tout le temps. Je demande de l'argent, je demande, tu sais, j'ai dit, ah ouais, je demande. Puis là, sais-tu que des fois, c'est 3 fois sur 4, je reçois un oui. Puis j'aurais jamais pensé que cette personne-là aurait dit, ben oui, j'embarque, tu sais. Mais si je m'étais limitée à ne pas demander, alors je pense qu'à la fille de 22 ans, je dirais demande. Ouais, le pire qui peut arriver, tu vas te faire dire non. Bon. Puis ça va être le statu quo. Tu vas revenir au même point que tu étais. J'abonde tout à fait dans ce sens-là. Donc, Guylaine, merci beaucoup de ta participation. Merci beaucoup de ton temps. Si les gens ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Ça serait possiblement par l'adresse courriel du lab, en fait, là, pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui va répondre. Là, et l'adresse du lab, c'est lab.profems, P-R-O-F-E-M-S, @fse.ulaval.ca. Et comme ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, même si je ne suis pas là, je vais le savoir. Il y a quelqu'un qui va me dire « Hey, Guylaine, on a eu un message. » Alors, parfait. Ça va se rendre. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de ta participation. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, merci d'avoir écouté l'épisode de Temps d'arrêt. C'est Coach Frank avec 2 petits messages pour vous avant que vous quittiez pour votre prochain entraînement ou bien vos autres responsabilités. Premièrement, je tiens à remercier Apo Média pour la production de l'épisode, Vincent Rivet pour la coordination du podcast et l'Université du Québec en Outaouais pour la disponibilité. Deuxièmement, est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel 1 fois par mois? Si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt sur mon site web dans laquelle je partage les derniers épisodes de la balado, les dernières réflexions que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités pertinentes du monde du coaching. Alors, si tu aimes te faire challenger dans tes idées ou tout simplement rester à jour, visite le coachfrankphd.com ou un de nos médias sociaux pour t'inscrire et ainsi recevoir l'infolettre. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.